Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On attend quelques petites secondes avant de démarrer parce qu'il y a encore plein de monde qui est en train d'arriver en direct. Et on va commencer à 10h, à 10h02. William, j'ai une question. Les personnes qui sont là, ils sont en écran ou pas? Parce que moi, je vois pas. Non, 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 alors au lien, on- on voit pas les personnes, D'accord. mais elles peuvent interagir. Tu peux les retrouver dans le chat. On a Ok. d'ailleurs Jérôme qui nous dit bonjour. Bonjour Bonjour Jérôme. Jérôme. Bonjour. Je vais être sûre. Ah, bonjour, j'ai revu. Allez, je crois qu'il est 10h02, donc on l'avait promis, on va commencer maintenant. Bah, déjà, merci à tous et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de IA et IP Academy. On a eu le plaisir de recevoir Anna-Catherine Benerlot sur les marques, et puis on a aussi fait un super épisode avec Bastien Bist sur la rédaction de brevets. Et pour ce dernier épisode, pour conclure en beauté, on a le plaisir de recevoir Olivia. Alors je vais la présenter rapidement. Après 17 années passées au service des maisons du groupe Richemont, dont 12 en qualité de directrice adjointe du département IP, Olivia elle a décidé de reprendre la robe pour monter son cabinet de consultation IP à Genève, et elle a trouvé un nom dont je suis absolument fan, Hotboxing Your IP. Alors les distributions majeures en fait que représente le marché circulaire auquel Olivia s'intéresse également énormément, et l'IA, elles exigent des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, d'adopter une approche multifacette dans la stratégie IP. Ça passe par un regard global et pratique qu'Olivia a via sa pratique sur ces sujets, et puis surtout de réussir à sensibiliser les équipes opérationnelles concernées pour les inciter à innover tout en respectant l'IP et en évitant de violer celui des autres. Aujourd'hui, Olivia va nous proposer d'aborder ces questions que pose l'IA sous l'angle de l'IP. Et je te laisse le micro, Olivia, si tu veux compléter ta présentation. Merci beaucoup, William. Merci, Louis. Et puis, merci à tous d'être ici aujourd'hui. Cette présentation, à l'origine, elle était vraiment destinée aux équipes de design pour un petit peu les sensibiliser sur, pas les réponses, mais surtout les questions que pose l'IA aujourd'hui dans le contexte de la création au sein des entreprises, parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de ne pas empêcher complètement, parce que ça, on va pas pouvoir, et je pense que c'est pas nécessairement une bonne chose, mais c'est de sensibiliser, que au moins les personnes qui prennent des risques sachent quel type de risque ils prennent. Alors, moi, j'aime bien commencer avec un petit moment de solitude. Je sais pas si c'est possible en ligne, mais peut-être en levant la main. C'est combien d'entre vous avez connu le fax au travail? Parce qu'il y a Ceux moi. qui peuvent nous mettre un petit pouce Ah bah attends. dans les commentaires alors. Bon, alors, peut-être que je suis vraiment toute seule, mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a des jeunes générations qui sont présentes. Merci, ça fait du bien. Mais alors, pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, nous, notre génération, on a finalement connu énormément d'évolutions technologiques. Donc, on parle des native digital, mais nous, en fait, on est super, super adaptables. Et aujourd'hui, on assiste à la naissance donc de l'intelligence artificielle et à son enfance. Donc, qui dit enfance dit histoire, et donc je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un roi en Inde, et je n'arrive pas à changer mes slides. Alors, on va Je essayer. change pour Voilà, toi. pardon. Du coup, en Inde, un roi, il y a très longtemps, qui s'ennuyait. Et le sage Sassi inventa le jeu des échecs pour le roi. Et le roi était juste absolument ravi, puisqu'on ne peut jamais s'ennuyer avec un jeu d'échecs. Et dit au sage, je t'offrirai le cadeau qui te fera plaisir, tu choisis, et il n'y a pas de limite.
Et le sage Sassi sort l'échiquier et lui dit très doucement, tu me mettras un grain de riz sur le premier carreau, puis 2, puis 4, puis 16, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'échiquier soit rempli. Et le roi et ses courtisans se gaussent de cette demande finalement très modeste, en apparence. Puis au fur et à mesure que l'échiquier se remplit, on n'en est même pas à la moitié que tous les grains de riz du royaume entrent dans le palais, des sacs entiers. Et le roi comprend qu'il a été floué et très fâché, il tranche la tête du roi Sassi. Alors pourquoi, de sage Sassi? Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est vraiment pour illustrer à la fois la puissance et le danger de l'intelligence artificielle qui est basée vraiment sur l'exponentielle. Donc, without further ado, on passe au sujet principal. Vous avez peut-être vu cette photo du pape qui était représenté avec une doudoune Balenciaga qui avait fait tout le tour du monde. C'était une des premières photos de deepfake, si on veut, mais qui, à elle-même, rassemblait toutes les problématiques qu'on connaît aujourd'hui. La photo d'origine, si tant est qu'elle existait, à qui elle appartenait? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une œuvre dérivée d'une photo, de plusieurs, d'un mélange de photos? Ça posait la question du droit de la personnalité du pape, mais aussi éventuellement de RP. Est-ce que vraiment le pape avait intérêt ou le Vatican avait intérêt à être associé à Balenciaga juste quelques semaines après le scandale des enfants représentés de manière un peu douteuse sur des publicités Balenciaga. Donc voilà, ça rassemblait un petit peu tout ça. Parlant du pape, j'ai vu que récemment, il a donc donné son message où il a beaucoup parlé de l'IA sur un plan voilà, de responsabilité. Et à la fin, il parle de l'IA qui peut être utilisée de manière bénéfique, mais qu'un tel résultat ne sera possible que si nous nous montrons capables d'agir de manière responsable et de respecter les valeurs humaines fondamentales telles que l'inclusion, la transparence, la sécurité, l'équité, la confidentialité et la fiabilité. Ils ont oublié de rajouter la propriété intellectuelle dans le transcript, mais évidemment qu'il a parlé de propriété intellectuelle. Donc, dès février, pour revenir au monde du luxe, dès février 2003, on commençait à voir des images dessinées, voire plus réalistes, de montres, dont certaines montres du groupe Richemont. Alors les horlogers rigolaient finement en voyant ceux qui représentaient un mouvement, en disant cette montre jamais elle fera tic-tac. Alors évidemment c'était les débuts et comme le principe de l'IA c'est qu'elle apprend vite, on peut imaginer que rapidement elle pourra apprendre. Dans le monde de la mode, on est déjà un pas plus loin puisque vous voyez les robes bleues qui sont générées par l'IA et puis au centre j'ai mis une illustration du défilé Balmain où certaines pièces avaient été créées en 3D pour donner cet effet un peu anti-gravité qu'on retrouve beaucoup sur les images 3D. Donc il y a déjà une influence dans l'esthétique qui vient dans le monde réel. Chez IWC, là aussi l'année dernière, avant le ban qui avait été prononcé au sein de l'entreprise, ils s'étaient amusés à faire une campagne de publicité inspirée des années 70 et complètement faite par l'IA. Et c'était pour célébrer le relaunch de la montre ingénieure qui avait été à l'origine créée dans les années 70. Donc très sympa. Mais là aussi, ce monsieur qu'on voit ici, est-ce que c'est un vrai monsieur, pas un vrai monsieur? On n'a pas du tout d'éléments ou d'informations. Et comme par souci d'économie, les équipes IWC avaient réalisé elles-mêmes ces images, ben on n'a plus le filtre ou la garantie de l'agence qui peut protéger en cas d'action. Donc, on va regarder vraiment que sous l'angle de la propriété intellectuelle, cette boîte de Pandore, avec un jeu de mots qui évidemment ne fonctionne qu'en anglais. Et puis on va regarder les différents aspects, la confidentialité, la nature du droit de propriété intellectuelle, la propriété qu'on peut avoir, le risque de perte, le risque de se retrouver soi-même contrefacteur, avant de finir sur d'autres choses. Donc, confidentialité et secret d'affaires.
La première règle, entre guillemets, c'est de ne pas mettre d'informations stratégiques dans une IA qui n'est pas complètement sécurisée. Le scénario, je dirais, extrême, mais qui n'est pas complètement faux, c'est le président de Cartier, le CEO, qui décide de présenter sa stratégie business pour l'année prochaine au comité de Richemont. Il demande à son Chief of Staff de lui faire une présentation jolie sur PowerPoint. Le Chief of Staff mouline la stratégie business dans ChatGPT 4 et ressort une belle présentation PowerPoint en à peu près 1 minute 30, si ce n'est 30 secondes. C'est formidable, mais ce faisant, il a mis la stratégie business dans ChatGPT qu'un utilisateur pourra retrouver de l'autre côté, sinon en tout, au moins en partie. C'est pas complètement fictif puisque là aussi, en février 2003, donc tout au début, on estimait que 2,3% des employés avaient déjà mis des informations confidentielles dans ChatGPT. Aujourd'hui, j'ai pas d'estimation, mais je pense que c'est pas génial. Il y avait aussi donc des scandales autour de mémos entiers, là aussi. Chez Walmart, il y avait eu Samsung qui disait, qui dévoilait vraiment des secrets d'affaires de ces entreprises. Donc, l'intelligence artificielle telle qu'OpenAI est vraiment un aspirateur de données. On y reviendra plus tard sur le côté propriété intellectuelle, mais d'un point de vue business, c'est vraiment dangereux parce qu'on est sur tout ce qui est historique, chat, data, log data, numéro de téléphone, email, transaction history, et tout ça peut évidemment être utilisé pour de mauvaises raisons par des hackers divers et variés. Donc on perd énormément d'informations très très délicates. Évidemment, les plateformes se dédouanent complètement de toute responsabilité en cas de divulgation de telles informations. Donc, on risque de se retrouver un peu le bec dans l'eau en cas de problématique. En tout cas, personne vers qui se retourner. Donc, le type numéro 1 est relativement simple, c'est de ne pas mettre d'informations business dans ces outils-là. Je serais assez réticente à mettre des informations sensibles, même dans des environnements dits sécurisés, parce que les terms and conditions sont pas tout le temps extrêmement clairs et dans le doute, j'éviterais. Côté juriste, évidemment, utiliser ChatGPT pour travailler des clauses de contrat, moi j'y suis très favorable parce que j'ai essayé, ça fait un sparring partner tout à fait intéressant. Mais évidemment, on ne va pas mettre d'informations relatives ni au projet, ni aux clients, parce que ça, ce serait dévastateur d'un point de vue confidentialité. Donc maintenant, on va revenir à la nature du droit de la propriété intellectuelle pour essayer de comprendre qui peut être titulaire d'une création créée avec l'outil d'intelligence artificielle. Tout d'abord, on peut se demander ce qu'est l'art en général, et il y a quelque chose de commun entre ces deux images. Si je vous avais en direct, je vous demanderais si vous le savez, mais je vais vous donner la réponse, c'est que les deux ont été créés par des animaux. Le premier est une histoire assez connue de l'âne Lolo, et c'était la bande à Picasso qui avait trempé la queue de l'âne dans de la peinture pour voir le résultat. Puis ils avaient présenté ce tableau dans un salon artistique sous le mouvement artistique, un nouveau mouvement artistique qui s'appelait l'excessivisme. Donc c'était une grande blague. J'imagine que ce tableau doit aujourd'hui valoir beaucoup d'argent. Il n'y a jamais eu de litige pour savoir qui en était l'auteur, mais a priori, Lolo étant un animal, pas de droit d'auteur. Et on en a eu la confirmation avec ce singe récemment, dont un photographe avait tenté de déposer cette photo au Copyright Office. Il se trouve que cette photo avait été prise par le singe lui-même, à qui on avait confié un appareil photo, il avait pris un selfie, mais le Copyright Office a refusé de prendre cette photo en tant que copyrightable work, au motif que c'était un animal, qu'un animal n'est pas capable de recevoir des droits d'auteur puisqu'il n'est pas un sujet de droit.
Donc, par extension, si le singe, l'âne ou le chat ne peuvent pas recevoir un droit d'auteur au prétexte qu'ils ne sont pas des sujets de droit, eh bien, a fortiori, le robot non plus, et donc la plateforme IA non plus, puisque seuls les êtres humains peuvent recevoir un copyright. Aujourd'hui, ça semble assez clair et assez évident. Mais l'autre jour, je suis tombée sur une publicité, entre guillemets, du World Economic Forum, qui présentait tout un tas de jurisprudences, voire de lois, qui ont été rendues pour protéger des forêts, des estuaires, des rivières. Et la protection qui leur a été concédée ou donnée, c'est un droit de la personnalité. Et si un forêt, une rivière ont des droits de personnalité, ces droits leur ont été, je dirais, reconnus pour leur permettre, entre guillemets, d'ester en justice pour protéger ces endroits naturels. Si eux ont des droits de la personnalité, quelle est l'étendue de ce droit de personnalité? Et, a fortiori, pourquoi pas les robots? Vous avez peut-être entendu parler de cette affaire qui remonte, là, je crois, à 2022, où un ingénieur Google s'était complètement épris de l'intelligence artificielle de Google qui s'appelait Lambda. Il était rentré dans une discussion quasiment métaphysique avec Lambda et posait des questions autour de la mort. Et Lambda ayant exprimé la crainte de mourir ou d'être éteinte et associant le fait d'être éteinte au fait de mourir, lui a commencé à considérer que c'était un être sensible qui devait être protégé. Alors il s'est fait virer de Google et tout le monde a expliqué que non, un robot ne pouvait pas être sensible, mais on voit le danger de l'humain qui projette sur le robot des sentiments ou des caractéristiques qui pourraient mener un jour à ce qu'on leur concède des droits. Il se trouve que ce robot-ci, qui avait été acheté, entre guillemets, par l'Arabie Saoudite, s'est vu reconnaître la nationalité d'Arabie Saoudite. Sachant que pour être un national de l'Arabie Saoudite, il faut être musulman. Donc, est-ce qu'on doit considérer que ce robot est musulman? Curieusement, et ce qui est un peu désolant, c'est que ce robot n'est pas obligé de se balader voilé, alors que les femmes le sont. Donc on s'aperçoit que le robot a presque plus de droits que l'humain, en tout cas quand l'humain est une femme. Donc on a résolu à peu près de loin que l'IA ne peut pas être titulaire de droits d'auteur et que l'humain aujourd'hui est le seul. Mais quel type de titularité est-ce qu'il va avoir? On va regarder qui d'abord et surtout après quoi, parce que le quoi est assez problématique. Le qui, dans tous les cas, quand on va être face à une œuvre générée avec l'aide de l'intelligence artificielle, sera nécessairement une entreprise collective. Il y aura plusieurs personnes qui seront impliquées. Ici, c'est une œuvre qui avait été créée par le directeur artistique Renak Anatol et qui a été présentée au MoMA pendant assez longtemps et qui maintenant est au catalogue du musée MoMA à New York. Donc, c'était une œuvre qui avait été programmée, donc avec un programmateur, pour puiser dans le catalogue du MoMA et générer ces espèces d'images immersives, un peu 3D. J'aurais bien aimé la voir. Ça a attiré beaucoup de foule. Mais là aussi, qui puisait dans des œuvres préexistantes, peut-être des œuvres dans le domaine public, mais certainement des œuvres encore protégées. Donc, qui est vraiment l'auteur? Pas nécessairement facile de le déterminer. Parfois, les anciennes histoires et les anciennes jurisprudences peuvent venir un peu en aide pour essayer d'analyser la chose. Et là, c'est l'histoire de Renoir et de Guinaud que sans doute certains d'entre vous connaissez bien. À la fin de la vie de Renoir, il souffrait d'arthrite et il ne pouvait plus tenir son pinceau et a fortiori son burin pour faire de la sculpture. Il avait un assistant qui s'appelait Guinaud et qui a fabriqué un certain nombre de sculptures dans ces conditions avec Renoir qui lui dictait
ces gestes qui lui dictaient l'aboutissement, enfin le résultat qu'il cherchait. Et une fois les deux décédés, il y a eu un gros bust-up entre les héritiers sur la question de savoir qui était l'auteur de ces sculptures. C'est allé jusqu'en Cour de cassation et vraiment la Cour de cassation a expliqué que c'était une question de fait, il fallait vraiment s'attacher à savoir qui avait fait quoi dans ce travail artistique. Et il s'est avéré que Guinaud passait parfois 2, 3, 4 jours à sculpter seul sur ces sculptures, que oui, il prenait les instructions de Renoir, mais au final, les sculptures qui étaient le résultat de cette collaboration avaient leurs pattes propres et du coup on voyait la personnalité de Guinaud qui était imprimée dans ses œuvres. Et donc ils ont été reconnus comme co-auteurs, même si Guinaud avait une part plus faible dans le travail de réalisation de ces sculptures. Alors si on transpose ça, si on part du principe que la plateforme, l'intelligence artificielle ne peut pas se voir reconnaître un droit d'auteur, la moindre intervention humaine devrait faire que l'œuvre va résider chez l'humain en entier et pas chez l'intelligence artificielle. En 2023, ça a été un peu l'année clé autour de ces questions. Beaucoup de choses s'étant passées donc aux États-Unis. On a une décision en Chine, mais on a connu BC avant Christ et AD après Christ. 2023, c'est AID, et à partir de maintenant, on va commencer à avoir beaucoup de décisions. Donc, si on les regarde rapidement, tout a commencé avec cette bande dessinée. Donc, la bande dessinée, dans son entier, a été acceptée comme œuvre copyrightable par le Copyright Office. En revanche, ils ont refusé de protéger les images qui ont été faites par une intelligence artificielle, au motif que, voilà, il n'y avait pas une patte humaine qui était suffisante. Et si vous voyez l'exemple en bas à gauche, on voit bien qu'entre l'image avant Photoshop et après Photoshop, il n'y a pas vraiment grande différence, ce qui semblerait justifier la décision du Copyright Office. Il y a eu ensuite cette image qui a été déposée par un certain Thaler qui a pour mission dans la vie de faire reconnaître que son IA peut être un inventeur au titre de brevet et maintenant peut être donc titulaire d'un copyright. Le Copyright Office a refusé au motif qu'il n'y avait pas de preuve d'intervention humaine. On y reviendra. Thaler a fait appel et cette fois-ci a changé son histoire en disant non, c'est pas l'intelligence artificielle seule qui l'a faite. Moi, je suis intervenue. Ça a un peu énervé les juges qui ont dit non, on peut pas changer son histoire en permanence et de toute façon, il n'y a pas de preuve. Un autre cas qui, là aussi, je pense que le contexte un peu fait que ça a énervé le Copyright Office, mais cette image avait été présentée dans le cadre d'un concours de photographie et le photographe, le titulaire le créateur de cette œuvre n'avait pas précisé qu'il avait travaillé donc avec une intelligence artificielle pour faire cette œuvre. Donc il a eu le premier prix, mais après la supercherie, entre guillemets, a été dévoilée au moment où le Copyright Office était en train d'examiner la possibilité d'enregistrer cette œuvre au titre de copyright. Mais là aussi, le créateur n'avait pas dévoilé le fait qu'il avait travaillé avec l'intelligence artificielle. Et le Copyright Office, de nouveau, a refusé, et je pense qu'il était un peu énervé. Le créateur a eu beau expliquer qu'il avait fait plus de 600 prompts et beaucoup de post-editing. Encore une fois, il a manqué de preuves suffisamment convaincantes pour que le Copyright Office l'accepte en tant qu'œuvre copyrightable. Celle-ci peut-être tombe petit sous le sens, mais nous donne un autre critère. C'était un photographe qui a donc mis sa photo dans Midjourney, a demandé à Midjourney de générer une image dans le style de Van Gogh pour arriver à la troisième œuvre. Là, le Copyright Office a refusé en disant que le user n'avait aucun contrôle sur l'issue et donc le output, et de ce fait,
il n'y avait pas du tout d'intervention humaine suffisante. En Chine, cette fois-ci, le tribunal a accepté de reconnaître que l'image que vous voyez en haut à droite était copyrightable parce que alors on ne cherche pas l'impression de la personnalité de l'auteur en Chine, c'est peut-être assez caractéristique d'une mentalité un peu communiste. Ce qu'on va chercher, c'est la transpiration, the sweat of the brow. Et le tribunal a estimé que pour arriver à cette quatrième image en passant par 1, 2, 3, l'utilisateur avait dû transpirer pendant ses prompts pour arriver à quelque chose de protégeable. Donc, première décision en Chine sur ce point-là. Il y a aussi eu plus récemment aux États-Unis un auteur qui s'est vu reconnaître un copyright sur une œuvre littéraire cette fois, créée avec l'intelligence artificielle, mais où il y avait un travail de sélection, de coordination et d'arrangement qui a fait qu'elle a pu être protégeable. Un peu d'ailleurs comme la bande dessinée du début. La première décision européenne est tombée il y a quelques semaines, je crois, et qui nous vient d'un tribunal tchèque. Voilà, c'était peut-être inattendu, mais voilà. Ici, il s'agissait d'une image qui avait été générée, il s'agissait d'une image probablement très ressemblante à celle-ci, de deux personnes se serrant la main sur un fond de lieu de travail. Donc, une personne génère cette image, retrouve cette image, c'est un concurrent sur son site, et engage une action en disant « je suis le titulaire de cette première image ». Là, le juge décide que rien du tout, cette œuvre, elle n'est pas protégeable, et donc il n'y a pas de contrefaçon, estimant qu'il n'y a pas d'impression de personnalité pour le coup, et du coup, on est sur une décision qui rejoint toutes les autres, à savoir oui, un utilisateur peut se voir confier, enfin donner un droit d'auteur, mais il va falloir montrer et démontrer l'intervention humaine et que l'image a son originalité comme dans la vraie vie. Alors on peut se demander parfois si on regarde plutôt le doigt du monsieur qui montre la lune, et on pourrait se demander si il ne faut pas regarder de plus près les prompts en tant que presque d'œuvre littéraire, parce que sur l'issue visuelle, on a un certain contrôle, mais en fin de compte, tout le travail de recherche de personnalité, de formalisation de l'image qu'on recherche, va passer par les prompts. D'où l'importance de ces prompts et de pouvoir les prouver. J'avais fait un petit exercice assez intéressant où je voulais dessiner un corbeau sur une chaise qui regardait une télévision. Et dans la télévision, il y avait les Twin Towers et des pigeons. Il y a une petite histoire derrière, mais je vais vous épargner ça. Donc moi, j'avais fait le petit dessin au centre et j'ai tenté de faire un prompt dans Midjourney en disant fais-moi un corbeau assis sur une vieille chaise qui regarde une vieille télévision qui montre les Twin Towers. Vous voyez les 4 images qui sont sorties. C'est étonnamment proche de ce que j'avais imaginé en termes de composition, en termes d'environnement, d'image, alors que mon prompt était finalement assez générique. Ce que la machine n'a pas réussi à faire, c'est de mettre les Twin Towers dans la télévision, voir les Twin Towers tout court. Alors on en discutait avec Louis qui m'a dit peut-être qu'il y a une censure autour des Twin Towers, ça c'est fort possible, mais en tout cas mettre les tours dans la télévision n'était pas possible. On peut s'interroger sur la question de savoir si peut-être quand l'IA n'arrive pas à faire quelque chose, n'arrive pas à générer une image, c'est précisément qu'elle est complètement originale. Et comme l'IA ne peut se baser que sur les images qu'elle a prises, elle ne peut pas faire quelque chose de totalement original. Un exemple qui avait un peu défrayé la chronique, c'était un prompt qui demandait à l'IA de faire un cosmonaute qui était monté par un cheval. Et l'IA systématiquement montrait un cheval monté par un cosmonaute. Il n'arrivait simplement pas à faire cette image absurde parce que sans doute c'était pas dans son make-up et dans les éléments d'information qu'il avait.
Donc, la preuve du prompt va être absolument cruciale. Et c'est là où des outils comme Blockchain Your IP peuvent être très, très utiles. Et d'ailleurs, Blockchain Your IP a intégré un système de preuve de prompt très facile en cliquant tout simplement sur un petit élément. Mais pour vous donner un exemple, je demande à Midjourney de me faire une maison. Il me fait une maison relativement banale. Je lui demande de faire un toit un peu biscornu, des fenêtres rondes, une porte ronde. J'arrive à quelque chose de peut-être plus différenciant. Donc, je clique sur le petit bouton Blockchain Your IP et je sauvegarde la preuve de mon prompt et l'image qui va avec. Je pousse un peu plus loin, vous voyez la poire et puis les racines, et je vais jusqu'au bout pour rajouter des petits oiseaux et faire en sorte que ma maison vole. À chaque fois, j'ai prouvé les éléments de prompt essentiels qui me font aboutir à une image que je peux considérer originale. On y reviendra tout à l'heure. Donc, le type pratique numéro 2, c'est vraiment de conserver les preuves du processus créatif d'une manière ou d'une autre, parce que de toute façon, il va falloir, si en cas de litige, établir que vous êtes intervenu dans le processus créatif, à défaut de quoi vous risquez de ne pas être reconnu comme auteur à part entière. Donc, on a vu le qui, maintenant le quoi. Et le quoi est particulièrement problématique, puisque en l'absence de réglementation claire, en l'absence de décision des tribunaux qui soient clairs, la seule règle qui compte aujourd'hui, c'est les terms and conditions des plateformes. On est sous une règle contractuelle. Donc, si on regarde rapidement, Midjourney vous concède très généreusement tous les droits sur vos outputs et votre contenu. Mais une fois que ça s'est fait, vous donnez automatiquement une licence mondiale, gratuite, sub-licensable, etc., sur votre contenu et votre output. Donc autant dire que vous avez un droit qui est immédiatement vidé de toute substance et de tout intérêt, puisque tout l'intérêt du droit de la propriété intellectuelle, c'est d'avoir un droit exclusif. OpenAI, c'est beaucoup plus compliqué, parce que leurs terms and conditions changent en moyenne toutes les 2 semaines, à tel point qu'ils ont une archive de leurs terms and conditions. Moi, j'ai jamais vu ça. Et au fur et à mesure que les terms and conditions évoluent et changent, elles deviennent de plus en plus abscons. C'est assez impossible à comprendre. Alors oui, on a l'impression que on est dans un environnement plus secure, qu'on est titulaire de droit, qu'il n'y a pas nécessairement de licence, sauf que même dans les terms and conditions les plus safe en apparence, on retrouve toujours cette idée qu'on va pouvoir continuer à utiliser les contenus et les outputs pour les besoins de la maintenance et du development de OpenAI. Et ça veut à la fois tout et rien dire, parce que sachant que la machine se développe et se maintient grâce aux données qu'elle accumule, très difficile de savoir si on a une exclusivité sur son output. Donc, votre contenu est le vôtre, on vous octroie une possibilité de opt-out. Là aussi, on ne sait pas très très bien dans quelles conditions. Et si vous optez out, de toute façon, vous aurez un service qui sera beaucoup inférieur au contenu et au service plus public. Donc, j'ai envie de dire, tip numéro 3, c'était ce que je disais à l'époque, lisez vos terms and conditions, mais ça va pas suffire. Il va falloir lire ces terms and conditions à chaque fois que vous entrez sur la plateforme. Et il va falloir prouver que vous êtes rentré dans la plateforme à telle date pour que vous étiez soumis à tels terms and conditions. Ça commence à devenir assez compliqué. On peut ensuite perdre l'IP qu'on a, même quand il est vidé de sa substance. Si on regarde du côté du design, je prends cet exemple d'une montre que j'ai générée par Midjourney. Donc, j'ai l'input, j'ai l'output, j'ai le contenu, tout ça m'appartient. J'ai donné une licence, mais passons. On nous explique dans les Terms and Conditions que quand on fait un prompt
dans la plateforme, quelqu'un d'autre pourra peut-être faire un prompt relativement similaire. Et comme mon prompt se fait et est généré dans l'espace public de la plateforme, ça va poser des problèmes en termes de nouveauté, de divulgation. Ça peut ressembler un petit peu à ça. J'ai mon user one qui prompte la machine et qui me crée un contenu. J'ai un user 2 qui peut-être fait un prompt relativement similaire et va avoir un output relativement similaire, sinon identique. Dans les deux cas, le fait d'avoir prompté dans un espace public et d'avoir généré une image dans un espace public fait que il y a une divulgation et donc potentiellement une destruction de ma nouveauté au moment de sa création, ce qui va générer des discussions au moment de litige où on conteste la validité du design. Alors oui, on a la période de grâce, mais on a quand même une fragilité. Donc, le conseil qu'on peut donner, c'est d'utiliser ces outils comme une manière de surmonter l'effet feuille blanche ou une manière d'enrichir un brainstorming au départ d'un projet créatif. Là, je vois pas de difficulté, je vois plutôt une opportunité puisque on le voit, Midjourney ou tous ces outils-là vont souvent orienter ou donner des directions auxquelles on n'aura peut-être pas pensé. Mais une fois qu'on a identifié sa piste de création, le conseil que je donnais aux équipes de design, c'est de vite sortir pour ensuite reprendre un travail de design et de création ancré dans le patrimoine, dans les valeurs et dans le style de la maison pour conserver à la fois son identité et éviter de perdre son exclusivité. Je regarde juste l'heure, mais je crois qu'on est bon. Donc, utiliser l'IA générative dans un travail de création comme un point de départ, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Aller jusqu'au bout, ça va poser des questions et ça va poser des problèmes. Donc, une fois qu'on a son droit qui est vidé de substance et qui peut-être est divulgué, on peut encore avoir des problèmes puisqu'on peut se retrouver contrefacteur sans le vouloir. Je reviens à mon petit exemple de maison qui vole. En tant qu'artiste un peu ayant quelques références, je sais que je m'inscris dans une thématique qui existe et qui a été largement développée avant ma petite maison qui marquera l'histoire de l'art. Il y a bien sûr Magritte avec son château suspendu, on a Pixar avec sa petite maison et les ballons, on a James and the Giant Peach, on a Miyazaki, qui ont tous développé des idées autour de des créations autour de cette idée. Donc moi je suis assez confiante que ma petite maison, elle porte l'empreinte de ma personnalité. Je crois que ça c'est clair par rapport à Magritte, par exemple. Maintenant, l'output d'une machine peut être prompté pour ressembler à une œuvre d'art. Ici, on voit Frida Kahlo. Les outputs sont assez désastreuses, mais seraient considérées sans doute comme une contrefaçon de l'œuvre première. Alors, il se trouve que Frida Kahlo tombe dans le domaine public cette année, donc on pourra éventuellement éviter d'être contrefacteur des droits patrimoniaux, mais on pourrait imaginer ou estimer qu'il y a une atteinte au droit moral parce que vraiment, c'est pas très beau. Alors, à cause de ces risques qui ont quand même été relayés dans la presse, on a Microsoft qui a fait des belles annonces pour expliquer que non, on allait mettre des filtres pour éviter que des œuvres protégées soient répliquées. Alors, quel filtre, selon quels critères, évidemment, on ne nous dit pas. C'est intriguant parce que ça fait 200 ans que les juges cherchent avec finesse au cas par cas à déterminer quels sont les critères d'une contrefaçon ou non. Donc on peut se poser la question. Et puis Microsoft très généreusement vous dit si jamais on vous attaque en contrefaçon sur la base d'une œuvre qui a été générée par OpenAI, on remboursera vos dommages et intérêts auxquels vous avez été condamné. Pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu de litige aux États-Unis, arriver à un jugement avec des dommages et intérêts, déjà vous ruine. Et là, il n'est pas question de payer les frais d'avocat. Donc,
probablement, c'est un petit peu des paroles, les paroles, les paroles. Alors, le vrai débat et la vraie discussion qui a lieu en ce moment, puisque un output contrefaisant, c'est relativement basique, hein, c'est comme dans la vraie vie. Si j'ai un output qui ressemble à une œuvre première, le juge va comparer les deux et va estimer si oui ou non il y a une contrefaçon. Toute la discussion en ce moment, aujourd'hui, on retrouve notre petit aspirateur qui non seulement aspire des données, mais aspire beaucoup d'images, beaucoup de textes, beaucoup de photos, de programmes, et va tokeniser apparemment toutes ces données pour ensuite pouvoir générer des outputs qui pourront éventuellement être considérés comme des contrefaçons. Donc il y a eu une flopée de cas qui sont en cours devant les tribunaux aujourd'hui, dont l'affaire du New York Times dont on parle beaucoup. À titre personnel, je suis pas très sûre que ça aille jusqu'au bout. Je pense que le New York Times se sert de cette affaire comme levier dans le cadre de négociations, puisque OpenAI est en discussion, a eu beaucoup de négociations avec pas mal de médias. Le Monde a signé un accord avec OpenAI pour lui permettre d'utiliser donc des données du Monde, mais avec du coup une rémunération. Le New York Times, à mon avis, a engagé cette action pour faire monter les prix. Je peux me tromper, mais souvent c'est comme ça aux États-Unis. Donc, c'est pas certain qu'on ait une décision très claire. Entre-temps, j'ai vu des articles qui remettent en question cette notion de tokenisation qui ferait qu'il n'y a pas de reproduction, puisqu'en fin de compte, il y aurait une forme de mémorisation par OpenAI de textes entiers, d'images entières, qui pourrait s'apparenter à une reproduction. Toujours est-il que, incontestablement, même si on n'est pas sur le terrain du droit d'auteur, il y a une utilisation d'une valeur qui est prise de manière sans doute déloyale pour être utilisée à titre commercial par les plateformes. Donc peut-être aussi il y a des choses à explorer sur d'autres fondements que le droit d'auteur. J'ai vu une élaboration assez intéressante, je crois, par le professeur Bruguière sur l'idée d'aller chercher dans le droit minier, celui qui est titulaire du sol est titulaire du sous-sol, etc. Je trouvais ça assez original. Alors, une chose qui a été qui est intéressante, mais de manière un peu accessoire, mais Google a été condamné par l'autorité de la concurrence en France à 250 millions, ce qui évidemment est une goutte d'eau dans la mer, mais pour n'avoir pas respecté un certain nombre d'engagements que Google avait pris auprès des éditeurs de contenu. Parmi ces engagements, il y avait un engagement de transparence sur l'utilisation de ces contenus sur YouTube. Et dans la décision, l'autorité de la concurrence a estimé que le fait d'aspirer des contenus dans Bard sans informer les titulaires de droit violait l'engagement de Google. Donc, on est effectivement sur des notions d'engagement contractuel. L'autorité de la concurrence précise bien qu'il n'y a pas eu de décision, que la question de la contrefaçon n'a pas encore été réglée. Pour autant, il y a quand même une prise de position sur l'absence de transparence qui, je trouve, est assez intéressante. Tout ça, toutes ces affaires donc devant les tribunaux se font sur un fond de soft power war entre les différents États et régions. Le Japon a été très rapide pour dire que le fait d'entraîner un modèle d'IA sur des œuvres protégées n'était pas une violation du droit d'auteur. Il y aurait des subtilités dans le langage japonais qui seraient pas aussi claires que ça, mais l'idée, c'est aussi d'avoir un avantage concurrentiel sur les autres États qui seraient peut-être plus protecteurs d'éléments qui peuvent pousser notamment l'innovation, mais aussi la création, puisque en bloquant l'accès à ces créations, on bloque d'autant la capacité pour les plateformes de générer des outputs qui soient basés sur des informations plus récentes. Je ne résiste pas à citer notre ministre Rachida Dati qui a pu dire à un moment que le droit d'auteur était une exception culturelle française. Je crois qu'elle a
elle ou ses conseillers se sont rendus compte de la bourde, et je crois que dans les 24 heures de la circulation de cette vidéo, elle a été retirée et elle est trouvable nulle part, puisque évidemment le droit d'auteur est largement relayé à travers le monde par la Convention de Berne. Mais pour passer, on voit que souvent, en attendant des décisions juridiques et un cadre réglementaire, face à ces enjeux, enfin à ces attaques par la technologie, c'est souvent la technologie qui peut apporter une réponse immédiate. Il y a notamment un logiciel, un algorithme qui a été développé qui permet aux auteurs de protéger leurs œuvres qu'elles mettent en ligne avec une sorte de puce, on va appeler ça comme ça, qui empêche l'AI de prendre leurs images et les aspirer en tant que données, mais pire, empoisonnerait l'IA qui tente de prendre ces données en dépit de ce bouclier. Donc, pour éviter d'être contrefacteur aujourd'hui, puisqu'on ne connaît pas trop les sources ni dans lesquelles une œuvre générée par l'IA a été créée, je dirais qu'aujourd'hui on est un peu dans la même situation qu'avant l'IA. C'est on n'est jamais sûr de son inspiration. On est peut-être en train de prendre quelque chose qu'on connaissait pas ou qu'on a vu inconsciemment. Aujourd'hui, je pense qu'on peut toujours passer son image dans Google Search Image. Ça peut donner quelques éléments d'information. Garder sa culture générale artistique, je pense que c'est absolument vital. Et peut-être qu'un jour, sans doute, on aura des outils qui permettront de retrouver les sources des images générées par l'IA et de les décortiquer pour éviter qu'on se retrouve contrefacteur malgré sa volonté. Alors, le dernier chapitre, je crois, c'est la problématique des contrats. Et c'est pas une petite problématique, il faut vraiment prendre le temps de réviser ces contrats. Parce qu'aujourd'hui, on a des prestataires extérieurs qui, peut-être, sans doute, utilisent l'IA, mais c'est très important de savoir dans quelles conditions. Et on se retrouve en plus dans une situation un peu où on peut perdre son latin, mais malgré tout, il faut y revenir. Cet adage donc qu'on connaît tous, je vous épargne la suite, mais nemo plus juris, nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a. On peut imaginer une situation, dans laquelle on confie à une agence ou un designer la création d'une campagne exclusive ou d'un produit exclusif. Les agences vont peut-être un peu tremper dans Midjourney, le designer va peut-être un peu utiliser Midjourney, va générer un très beau produit qui va donc vendre à Cartier avec son contrat habituel où il cède l'ensemble de ses droits à Cartier. Cartier trouve des contrefaçons de ce produit qui a eu beaucoup de succès et donc agit en contrefaçon contre le présumé contrefacteur, lequel dit non, moi j'ai utilisé Midjourney pour créer mon produit, et donc se retourne contre Midjourney. Midjourney dit non, le designer a cédé l'ensemble de ses droits sous forme de licence, donc en fait ces droits ne sont pas exclusifs à Cartier. Et donc Cartier va se retrouver face à son designer, le designer va pas être dans une très bonne posture, mais le designer a les poches vides, donc ça va pas être très très utile dans le cadre d'une action. Donc, c'est très important de reprendre ces contrats. Et je dirais la première chose, c'est de s'assurer que les agences se conforment aux guidelines de l'entreprise en ce qui concerne l'utilisation de l'IA, pour autant que les entreprises aient établi de telles guidelines, mais on peut le penser ou on peut l'espérer. Donc, dans les contrats, vraiment prévoir un avenant selon laquelle, avec les fameuses guidelines en annexe, pour dire vous respectez ces guidelines. Par exception, si l'agence dit mais moi je veux travailler avec l'IA, il faudrait prévoir dans le contrat que l'agence informe quelle IA, sous quels terms and conditions, pour s'assurer qu'on acquiert bien des droits exclusifs, parce que surtout dans le luxe, mais je pense dans bien d'autres industries, l'exclusivité est absolument clé. Donc, du côté des designers et des photographes, évidemment, je leur conseille de faire en sorte qu'ils
ils s'assurent qu'ils sont pas en train de céder plus de droits qu'ils n'en ont parce que eux peuvent se retrouver vraiment dans une situation difficile. Donc, rafraîchissez vos contrats, pensez-y, parce qu'aujourd'hui, je suis assez convaincue qu'il y a beaucoup de contrats qui circulent autour de droits fictifs, et c'est une bulle qui peut faire très mal quand elle explosera, parce qu'elle explosera sûrement à un moment. Donc, en conclusion, on se retrouve dans une situation qui résonne un peu, qui évoque quelque chose que ces petits jeunes qui n'ont pas connu le fax, sans doute, ne s'en souviendront pas. Mais Google, quand il s'est lancé, avait ce slogan « Don't be evil ». Et ça lui a valu quand même un backlash assez sévère par les personnes qui voyaient très bien que derrière la mission d'informer l'humanité, ce qui a bien été le cas, il y avait aussi une mission tout à fait commerciale qui était un petit peu cachée. Donc ce backlash, ce qui est étonnant, c'est que OpenAI n'en a pas tiré les enseignements, puisque son slogan à lui, c'est de bénéficier à toute l'humanité. Sauf qu'on peut se demander si les auteurs et les artistes sont au bénéfice de cette mission, ou plutôt les victimes. Donc, très rapidement, pour conclure, aujourd'hui, et jusqu'à ce qu'on ait un cadre plus sûr, ne pas mettre d'informations sensibles dans une intelligence artificielle qui n'est pas entièrement sécurisée. Tracez votre process créatif, lisez les terms and conditions, non pas une fois, mais à chaque fois que vous y rentrez. Utiliser l'IA dans un processus de créatif, pourquoi pas, mais en sortir au bon moment. Vérifiez les résultats et surtout, rafraîchissez vos contrats avec vos prestataires externes. Donc peut-être y a-t-il des questions? Je serais ravie d'y répondre, sachant qu'il n'y a probablement pas de réponse très claire. Et donc, je dirais que c'est plus de l'ordre du débat. Voilà, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Maintenant, merci beaucoup Olivia pour la présentation, Oui, c'était super. c'était passionnant. Moi, je peux t'en poser une petite pendant que la première arrive, Olivia. Est-ce que tu penses les maisons, elles ont intérêt à exiger que les créations réalisées par IA, elles soient faites avec des modèles open source et qui peuvent être téléchargés et pour lesquels, du coup, tu n'as pas ce genre de problème de term and condition? Alors, pardon, si tu veux juste répéter. Je disais, est-ce que tu programmes open source. Est-ce que tu penses que les maisons ou les entreprises qui vont vouloir réaliser des créations assistées par IA, peut-être qu'elles vont exiger des agences qui utilisent des modèles qui peuvent être installés en local pour justement qu'il n'y ait pas ce risque que ça serve Oui. à entraîner? Oui, je pense que c'est ce qui est en train de se développer et de s'organiser peu à peu. Sans doute, ça sera plus cher. Mais voilà, c'est partie du business model comme souvent. Une question intéressante, quels tips donneriez-vous pour les guidelines d'entreprise? Alors, ça va vous choquer peut-être, mais demandez à ChatGPT, il a d'excellentes réponses. Et pour tout vous dire, quand on a élaboré les guidelines pour Richemont, j'ai reçu celle du département IT Security. Et ensuite, j'ai demandé à ChatGPT de m'en faire une liste et il y avait des petites choses intéressantes en plus qui n'avaient pas été prévues. Donc, n'hésitez pas, c'est un bon exercice. Et vous pouvez aussi... moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est affiner le plus possible la demande de guidelines par rapport à l'industrie dans laquelle vous êtes. Parce qu'à mon avis, vous pouvez obtenir des choses intéressantes auxquelles on ne pensera pas nécessairement. Pour rebondir sur les contrats, moi, comme je te disais, Olivia, moi, je commence à le voir un petit peu. Dans les contrats de licence qu'on fait pour Blockchain IP, on commence à avoir des premières clauses qui nous demandent justement d'informer si on est amené à utiliser l'IA ou à racheter des fonctionnalités IA. Alors, pour l'instant, je l'ai vu qu'une seule fois. Très bonne équipe de juristes. Mais c'est un nouveau point qui, je pense, du coup, va arriver dans tous les contrats.
Oui, et puis Mais, qui mais met un peu de pression sur les prestataires aussi. C'est pas évident. ouais. Alors, l'IA Act aujourd'hui, est-ce qu'il va modifier la situation? Alors, je m'en remets à peut-être des experts qui ont lu l'IA Act de manière plus poussée que moi. Je ne pense pas, parce que je crois que le droit d'auteur a été le parent pauvre des discussions de cette IA Act, qui s'est beaucoup plus focalisé sur les problématiques voilà, de données personnelles, de deepfake, des dangers, je dirais, plus sécuritaires. Je sais qu'il y a eu des débats assez vifs autour du droit d'auteur, mais au final, voilà, on s'est pas appesanti là-dessus. Il y avait une certaine urgence, et je ne crois pas que les réponses de l'IA Act vont fondamentalement changer les choses. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas, vous pouvez les écrire dans le chat. Ou même monter sur scène pour venir les poser. On propose ça à chaque fois. Je me sens très seule sur scène. Mais bon, en tout cas, moi, je trouve ça passionnant et puis les exemples sont super concrets. Donc j'ai vraiment adoré. Bah, j'avais déjà vu ta présentation, mais je l'ai adoré encore une fois, Olivia. Et, Merci. Et je le vais, truc, je c'est vais que être- je change à peu près toutes les semaines parce que c'est vrai que enfin, ça évolue très vite. Et donc, Mhm. je pense que on va commencer à avoir des débuts de réponse à tout ça petit à Il y a petit. peut-être d'ailleurs des nouvelles jurisprudences. Là, j'avais pas vu celle-là, enfin, la jurisprudence européenne que je trouve très intéressante. Alors après, c'est vraiment un pack shot, quoi, pour le coup. Enfin, pas un pack shot, mais une image un peu corporate, comme on pourrait en avoir sur Getty Images ou sur ce genre de site Ouais. qu'ils ont généré avec l'IA, la poignée de main. Donc c'est pas étonnant Ouais. que même pas original, quoi. Mais Alors donc c'est après, la intéressant. question sera, imaginons que les class actions aujourd'hui obtiennent une décision des juridictions qui disent oui, oui, c'est une contrefaçon de droit d'auteur. Je pense que ça répond pas à tout, parce qu'après, il faut imaginer un système dans lequel les œuvres protégées puissent être identifiées et avoir des solutions en termes de rémunération. Et là, pour ma part, je suis assez convaincue que la technologie va être une partie de la réponse. Une idée que je creusais, mais voilà, je la lance un peu pour avoir des contradictions, ce serait de créer une sorte de base de données, peut-être au WIPO, qui serait ancrée dans la blockchain, mais publique visible et qui serait searchable par une IA, qui permettrait déjà aux personnes de trouver dans une base de données un maximum d'œuvres protégeables et donc éviter de refaire. Pour tout ce qui est nouveauté en termes de design et dépôt design, ce serait intéressant. Et puis surtout, comme ces œuvres sont ancrées dans la blockchain, on pourrait aussi leur intégrer un smart contract qui empêcherait à la fois d'être aspiré dans une base de données, une plateforme IA, et aussi peut-être générer une rémunération automatique si c'est permis. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent, je pense, être imaginées. Je pense que la solution ne sera pas euh, entièrement pardon, je suis distraite. Juridique. Je suis distraite par la question. Alors, ChatGPT, moi j'utilise la 4. Pourquoi j'utilise la 4? Moi, je suis pas assez experte dans le domaine, mais j'ai mon mari qui est très, très, très au fait de ces choses-là, puisqu'il donne des cours de communication dans des écoles de design. Et justement, il leur apprend à utiliser ChatGPT 4 pour les besoins de la communication. Donc, lui, il a beaucoup, beaucoup travaillé la question des prompts. Je crois que dans la 3.5, on est limité sur le nombre de prompts. Donc, il y a un moment où on ne peut pas aller plus loin, alors que le ChatGPT 4 permet d'aller beaucoup plus loin. Et plus on prompte le ChatGPT 4 à sa façon, plus il va comprendre vos attentes en termes de style, en termes de réponse, etc. Donc, il y a quand même un apprentissage au fur et à mesure. Et surtout, je crois que c'est une question de nombre de prompts. Et d'ailleurs, il y a la nouvelle version, là, la 4O qui vient de sortir et c'est incroyable. Tu peux discuter en live avec lui, quoi. C'est-à-dire qu'il te répond en temps réel. Ah oui.
Ouais. C'est vraiment impressionnant. Et moi, je confirme aussi, aussi la question, c'est de prendre un abonnement premium. Bah, je l'ai, je le regrette pas, je l'utilise très souvent pour corriger les fautes, le style, traduire en anglais, tu sais, avec un meilleur style, même que tu pourrais le faire sur DeepL. Enfin, ça remplace beaucoup de, pour moi, ça remplace Antidote et DeepL, je dirais. Ouais. Même si j'adore Antidote et DeepL. Et bonne journée, Karine. Ok. Eh ben, je crois qu'on arrive au bout. Alors, si plus personne n'a de questions, on va vous dire au revoir et puis vous souhaiter Et un puis si bon, par la suite, voilà, si par la suite vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez toujours me contacter sur LinkedIn. un bon déjeuner. Donc, merci beaucoup. Et puis à très vite. Merci à vous. À bientôt. Très bonne journée et merci beaucoup. Merci.